Comment vont les fourmis? Une émission sur l'économie sociale et solidaire, un vendredi par mois, de 12h à 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Comment vont les fourmis, la mensuelle de JET, dédiée à l'économie sociale et solidaire, ses acteurs, ses structures. À la réalisation, Henri Landré, avec l'aide d'Arnaud Ouin et d'Anne-Laure Lejaune. Alors, l'ESS, rappelons-le, c'est plus de 10% de l'économie au plan national et près de 14% des emplois dans la région des Pays de la Loire. Chaque année, un emploi sur 5 est créé par les entreprises de l'économie sociale et solidaire au sein des associations, des coopératives ou encore des fondations. Et ces entreprises, ces structures se définissent par leur statut comme des groupements de personnes et non de capitaux. Voilà pour ces quelques éléments introductifs qu'il est toujours bon de rappeler. Comme il est bon de rappeler que l'innovation sociale et économique est particulièrement à l'œuvre dans l'ESS. Alors, venons-en maintenant au thème abordé dans cette première émission des fourmis pour cette saison 2016-2017, 11e saison tout de même. Alors c'est d'alimentation, de coopération et de circuits courts dont il va être question dans ce moment de radio que nous avons intitulé « Nouveaux modes de consommation alimentaire et si on changeait de crèmerie ». Alors c'est un constat largement partagé, de nouvelles approches sont à l'œuvre et de nouvelles tendances s'affirment concernant les modes de consommation alimentaire. Alors pour preuve, le phénomène des AMAP, cet acronyme qui signifie Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, et plus largement le développement des circuits courts, la vente en direct notamment. On pourrait citer le développement également de ce qu'on appelle les PVC. Alors rien à voir avec le plastique, ce sont des points de vente collectifs d'agriculteurs. C'est né plutôt dans le sud-ouest de la France. Voilà, il y a d'autres initiatives qui se font jour également. Tout cela semble marquer une profonde mutation dans le comportement des consommateurs et dans les relations entre le producteur et le consommateur final. Alors, qu'est-ce qui motive ces nouvelles approches ? Des raisons économiques, des raisons sanitaires, des raisons qui touchent à l'éthique. Est-ce que c'est une manière de contre-feu à l'industrialisation de l'alimentation et à la toute-puissance de la grande distribution ? Et on mettra un grand G et on mettra un grand D. Comment tout cela s'organise-t-il d'un bout à l'autre de la chaîne production-consommation finale ? Quelles nuances, voire divergences, puisqu'il y en a, dans les approches parce que les débats sont parfois houleux. Alors, quelles innovations récentes en la matière ? C'est ce qu'on va voir ou essayer de voir avec nos invités. Alors, bonjour à Patrice Hurel de l'Inter-AMAP 44 comme Loire-Atlantique. Bonjour. L'Inter-AMAP fédère les 130 environ AMAP du département ? Non, c'est même pas une fédération, c'est simplement une association qui est là pour animer le réseau et pour le développer. Donc c'est une association non formelle ? Non, c'est une association collégiale. Collégiale. Donc loi 1901, mais avec la caractéristique d'avoir un collège à parité paysans-mangeurs. D'accord, donc vraiment le duo, le binôme incontournable. Et normalement, aujourd'hui, j'aurais dû être avec un paysan, mais bon. Il y a que la facette mangeur, j'espère que je ne vais pas trahir leur parole. D'accord, très bien. On fait confiance, il n'y a pas de problème. À vos côtés, Lisa Desrues-Liano, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable régional Grand Ouest pour la Ruche qui dit oui. Alors c'est une structure dont on entend parler de plus en plus depuis quelques années, qui se déploie sur tout le territoire national, à l'instar d'ailleurs des AMAP. En quelques mots, la Ruche qui dit oui, on est là dans le champ de l'économie sociale et solidaire, on est dans le champ des circuits courts également. Oui, c'est une plateforme de vente en ligne qui permet à des groupes de consommateurs qui habitent le même quartier, la même commune, de s'approvisionner auprès d'agriculteurs et d'artisans locaux via ce site internet. Donc. On verra d'ailleurs quelles sont les différences d'ailleurs de fonctionnement, d'approche entre les AMAP et puis les ruches. Combien de ruches sur le territoire national ? Plusieurs centaines, plus de 600 ? Alors en France, il y en a 750. En Loire-Atlantique, ça représente 11 communautés aujourd'hui d'achat. D'accord, très bien. Et puis il y a une ruche à Saint-Herblain, je crois. Tout à fait, juste à côté. Voilà, puisque Jet FM est situé à Saint-Herblain. Et puis on a le grand plaisir de recevoir des représentants d'un projet, moi qui me plaît beaucoup. Voilà, on va en savoir un peu plus. Le projet s'appelle Scopelli. C'est un projet de supermarché coopératif à Nantes. Alors pour en parler, Laure Poissonnier. Bonjour Laure. Bonjour.
Et Gilles Caillot. Oui, bonjour. Un homme qui fait un homme de radio, on en discutait tout à l'heure. Oui, dans une vie antérieure. Voilà, à côté de Claude Villers. Voilà, mais on pourrait faire une émission là-dessus, par exemple. Là. Scopelli, est-ce qu'il y a une signification, Scopelli? Est-ce que c'est le début de 3 mots différents? C'est quoi, Scopelli? Oui, pas véritablement, mais en fait, je me permets de dire que c'est un projet coopératif et participatif. On y tient beaucoup. Voilà, donc c'est un projet qui, normalement, se développe à vitesse rapide maintenant. Et pour fin 2017, on devrait ouvrir le magasin. Mais quand on va ouvrir le magasin, c'est pas des clients qu'on veut. On veut nos coopérateurs qui seront en même temps les consommateurs. Voilà, nouveau mode de consommation alimentaire. Et si on changeait de crèmerie, c'est le titre, encore une fois, qu'on a retenu pour cette émission. Donc, on va en savoir un peu plus sur le projet Scopelli, sur les AMAP, peut-être actualiser nos connaissances, parce qu'on connaît bien ce mouvement. Puis, pour La Ruche qui dit oui, la même chose, grâce à votre présence, Lisa Deruliano. Et merci à vous 4 d'être présents ici. Puis, l'intérêt de cette émission, depuis plus de 10 ans, c'est justement que chacun puisse exposer ses démarches dans le champ de l'ESS, ses projets, en quoi il innove, et puisse faire des points d'étape. Les AMAP, Patrice Surel, on en a parlé à de nombreuses reprises sur cette antenne. Évidemment, c'est un réseau qui évolue. La démarche est la même, foncièrement, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de la part de l'AMAPien auprès du producteur, c'est ça peut-être le principe fondamental, où il y a une sorte de garantie pour le producteur de pouvoir écouler des produits alimentaires, mais pas que d'ailleurs, mais très très largement alimentaires plutôt dans les AMAP. Non, exclusivement dans les AMAP. Et voilà, et avec une garantie de qualité aussi, même si le bio n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de tous les produits. Pas dans toutes les AMAP. Ah si. Maintenant, ça a changé alors. Non, ça a toujours été. Ah bon? D'accord. Il suffit de relire la charte qui date déjà de 2001, qui était réécrite en 2014, mais on a toujours... Non, là, il y a eu, par contre, effectivement, le réseau en Loire-Atlantique, et là, peut-être, une des actions de cet assaut, c'est de remettre en place les fondamentaux et d'éviter les dérives. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des dérives, mais justement, il faut peut-être remettre la balle au centre. Donc, recoller à la charte et qui est que du bio. Hyper important, ouais. Voilà. Il me semblait qu'il y avait des AMAP qui proposaient des produits, issus de l'agriculture raisonnée. Non, pas du tout. Okay. Ah non, pas du tout. Là, il faut que ça soit clair, c'est du 100% bio. Comment ça se passe? Toujours la même chose? On achète à l'avance et pour une saison, pour un an, c'est panier, c'est ça? Oui, c'est ça, mais... Alors c'est vrai que là, on est avec des auditeurs peut-être consommateurs, mais avant tout, quand on est en AMAP, on ne pense pas à sa petite poire, c'est-à-dire on est plutôt le point de vue du paysan. Et en fait, quand on dit l'engagement, il faut peut-être commencer par dire c'est plutôt pour assurer une garantie de revenus constants pour les paysans. Étant donné que c'est le P de AMAP veut dire paysan, et derrière ça, si vous voulez, il faut quand même avoir à l'esprit, peut-être un truc qui les auditeurs ne savent pas, c'est qu'on a 300 suicides de paysans par an. Et il y a un lien de cause à effet avec notre mouvement qui est effectivement le maintien ou la sauvegarde, de sauver. Et quand je dis sauver, c'est pas la légère. On a souvent des paysans qui sont au bord du précipice, et donc cette action permet, parce qu'on disait tout à l'heure que le bio c'était cher, et tu le comparais volontairement à la saloperie. Effectivement, quand on s'intéresse à un minimum de qualité, on pourra toujours dire que que le bio est plus cher que la saloperie. On est d'accord. Donc à partir de là, effectivement, mais pour couper aussi cette réputation du bio, il faut savoir que la grande surface surfe sur le bio, qui est une niche pour elle, et on fait une marge 2 fois plus importante sur un produit bio que sur un produit non bio, parce qu'il est bio. Et après, on va dire que le bio est cher. Donc démontrons déjà qu'à la source de la production, il n'y a que 20% d'écart en fait, de prix, si on veut être honnête, avec le consommateur. À la sortie du champ, il n'y a que 20% d'écart entre le bio et le chimique, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Et donc derrière, c'est limité. C'est le système le plus abouti, le mieux abouti. On peut pas faire mieux parce qu'on n'a pas il n'y a aucun intermédiaire. On n'est pas une organisation commerciale. On est simplement là. On met en relation un contrat AMAP, c'est un contrat singulier entre un paysan et un mangeur. Une AMAP, c'est une association 1901, loi 1901. Pas toujours. Pas toujours. Elle peut être informelle. Parce que c'est vrai, c'était galvaudé ce terme, parce que AMAP, effectivement, ça veut dire Association de maintien de l'agriculture paysanne. Mais avant tout, c'est un lien bien privilégié entre un paysan et un mangeur. Après, effectivement, on va s'arranger pour que le paysan il vienne pas que pour un mangeur. Donc, on va établir un contrat qui va être mais chaque personne va pouvoir signer un contrat s'engageant personnellement. Après, le fait que ça devienne asso, c'est parce que souvent le lieu de distribution est un lieu public. Et là, pour se donner des garanties, on va dire, en termes
responsabilité, le local public, la municipalité, etc., va nous demander d'avoir des garanties qui couvrent les risques, donc d'avoir une structure associative loi 1901. Mais on a beaucoup d'associations AMAP qui sont ce qu'on appelle les associations de fait, qui sont distribuées sur des lieux privés, d'où là, il n'y a pas la nécessité d'avoir un statut d'assos. On trouve quoi comme produits alimentaires exclusivement, ouais. bien sûr c'est plutôt fruits et légumes qui prédominent. Non, ça aussi c'est un peu reboutant. Parce que historiquement quand même, non ? Oui, historiquement, et d'ailleurs c'était la première charte des AMAP en 2001 a été faite certainement pour les arboriculteurs et pour les maraîchers. Mais effectivement, c'est la plus contraignante, parce qu'effectivement, on va dire dans une AMAP, on ne choisit pas ses légumes. Mais parlons des autres produits. C'est un peu vrai, ça. Ça reste vrai, étant donné que c'est le partage d'une récolte. Donc on ne peut pas choisir nos légumes. À partir de là, tous les autres produits, par contre, frais, sont dans... Et on va signer un contrat avec un maraîcher pour des légumes. On va signer avec un paysan qui fait des œufs, un autre qui va faire... si on fait toute la palette, c'est très long, mais bon, moi je suis dans un map où il y a déjà 15 paysans, donc ça va des légumes, fruits, passons par les œufs, passons par le pain, en passant par tous les produits frais, donc même donc, tout le côté viande, volaille. Que du bio. Que du bio, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que même, on a des gens qui rentrent en conversion. La conversion bio, c'est un engagement, c'est pas la légère. Ça, c'est l'agriculteur qui décide de produire bio. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il est le plus fragile, l'agriculteur, parce qu'il prend des risques énormes et il n'a pas la reconnaissance du label. Donc il va prendre des risques et il peut pas valoriser son produit parce qu'il n'est pas encore bio. Il y a souvent un délai de 2-3 ans pour que la terre soit considérée. Le glyphosate étant rémanent sur une dizaine d'années, mais on considère qu'au bout de 3 ans, tu peux le labelliser bio. Mais pendant ces 3 années, il s'est engagé dans une démarche de conversion. C'est un engagement ferme. Et là, on soutient cette conversion. Voilà, mais autrement c'est 100% bio. Alors on ne trouve, mais pas exclusivement, des fruits et légumes, et on va peut-être chasser les idées reçues que ce serait que ça. On y trouve des produits carnés, on est d'accord. On y trouve du pain, tu l'as dit. On y trouve du poisson. Je crois qu'il y a des pêcheurs de l'île-Dieu là, qui fournissent des AMAP sur l'agglomération nantaise. Qu'est-ce qu'on peut y trouver encore? Des choses, produits laitiers, bien sûr. Produits laitiers, des fromages de chèvre, de brebis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir du miel, on va avoir... un spectre très large. Très large, oui. Ouais. On a des contrats même pour avoir des huîtres. Vous allez avoir des contrats pour... alors, ça peut surprendre, mais du coup, on va souvent dans un lieu de distribution d'AMAP, on va trouver ce qu'on appelle des groupements d'achat collectifs. Parce que l'AMAP dit forcément visibilité du producteur. Ça, c'est une des conditions dans la charte qui est importante. Du bio, d'accord, et production locale. Et donc là, par exemple, au niveau des agrumes, plutôt qu'elles viennent... de trop loin, le plus près en agrumes qu'on puisse trouver, c'est soutenir des petits paysans corses qui font des agrumes bio. Et là, on mange clémentine, orange. Et le bilan carbone du produit est bien meilleur que s'il vient des antipodes. Et mieux que ça, il est compensé. C'est-à-dire qu'il y a une compensation carbone. On va payer une contribution et on envoie ça à une ONG qui va planter des arbres dans le sud Sahara. On est toujours dans l'émission Comment vont les fourmis. On parle des nouveaux modes de consommation alimentaire et puis on parle de production, on parle de toute cette chaîne qui va jusqu'au consommateur final ou consommateur finaux, si on met au pluriel. On est toujours avec Patrice Surel de l'Inter AMAP qui regroupe 130 à peu près AMAP sur le département. 126 exactement. On discutera tout à l'heure avec Lisa Deruliano, qui est responsable régionale Grand Ouest de la ruche qui dit oui. Puis on a conversé en début d'émission avec Laure Poissonnier et Gilles Caillou du projet Scopelli, ce projet de supermarché coopératif à Nantes. Justement, Laure et Gilles nous parlaient de ces produits bio qui seraient 30% de ce qu'on trouve sur le marché. Les produits bio des AMAP, par rapport au prix du marché, ils sont dans le prix du marché actuel ? Alors, la définition d'un produit en AMAP ne se définit pas de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de notion de prix. Alors, ça peut vous surprendre, étant donné que c'est une partage d'une récolte. Donc, autrement dit, comment le maraîcher définit son prix de panier? Parce qu'il y a quand même un prix de panier, il y a quand même un échange d'argent. Il va simplement regarder ses charges, ses frais, il va compter son salaire dedans, et il va regarder avec ça combien il peut faire manger de famille. Et donc, par rapport à ça, ça définit tout de suite le prix du panier. Et donc, il ne faut pas comparer un maraîcher avec un autre, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes structures, les mêmes charges. Donc voilà, le prix de panier, il est fait pour que, en fait, pour faire court, si vous voulez, un maraîcher, faut qu'il sorte 50 paniers avec une valeur de 20 €, autrement dit 1 000 € par semaine, pour avoir un simple SMIG. C'est-à-dire que c'est pas un SMIG paysan, c'est 70 heures par semaine, d'accord ? Voilà. Et c'est celui qui se baisse pour ramasser les légumes, c'est pas celui qui transporte les cajots.
Donc, donc la différence. Donc voilà, il n'y a pas de prix institué. Il n'y a pas de prix institué. Alors évidemment, ça correspond évidemment pour vivre, etc. Il a des charges, etc. Mais on est autour de ça. Et bon, 20 € par semaine, si vous comptez bien ce que vous pouvez manger, c'est pas si énorme que ça pour une famille. Hein. En gros, un panier de 20 €, ça vous fait vivre. Vous mangez à 4 dessus avec 2 adultes, 2 enfants. Il se crée encore des AMAP sur le territoire de Loire-Atlantique où là, le réseau est stable pour l'instant. Le réseau est stable. On a démontré une pérennité du modèle parce que ça fait 12 ans que le modèle existe. On ne connaît pas une seule AMAP qui a fermé dans le département. Et on est sur 1 ou 2 créations par an, donc on est sur un étal, on va dire. Alors souvent, effectivement, comme vous l'avez cité, on est là pour ça, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont là effectivement pour répondre à une autre demande, certainement différente de celle d'un AMAPien. Un AMAPien, effectivement, il y a ce côté engagement militant, qui est peut-être, où je vous dis, la partie égo est un petit peu en retrait. C'est-à-dire on met en davantage le soutien, davantage de solidarité. Et vous savez qu'on s'intéresse. Il y a un point important dans la charte, c'est d'aller visiter la ferme. Et modestement, quand vous allez voir un maraîcher, dans les conditions dans lesquelles il travaille, dans lesquelles il vit, je peux vous dire que 20 €, c'est que dalle. On se rend compte des réalités de cette réalité économique. Ce monde agricole qui est bien. Je vous rappelle, 300 suicides par an. C'est pratiquement 1 par jour. On ne parlera pas des suicides de France Télécom, sinon ça fait fâcher les gens, mais il y en a un petit peu moins. Très bien, Patrice. Effectivement, on est évidemment attentif à ce qui se passe dans le monde paysan. On continue cette émission. Là, je vais passer la parole à Lisa Desrues Liano, responsable régionale Grand Ouest pour la ruche qui dit oui. La ruche qui dit oui, alors c'est pas une association 1901, c'est ce qu'on appelle une entreprise solidaire d'utilité sociale. On est dans le champ de l'économie sociale et solidaire également. Alors c'est une entreprise qui effectivement bénéficie de l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale qui est délivrée par l'État et voilà, qui accompagne un réseau localement de 700 porteurs de projets qui, eux, montent des ruches, donc des groupements d'achat locaux. Alors, c'est pas tout à fait le même fonctionnement que les AMAP. Je sais quelquefois il y a des débats qui peuvent être houleux entre les AMAP et puis et les ruches. La ruche qui dit oui. On va faire peut-être un cadre large au départ. Combien de ruches sur le territoire national? Ça vient d'où tout ça? Comment tout ça s'organise? Alors en fait, c'est un système qui existe, qui a fêté ses 5 ans hier. La première ruche a ouvert à Toulouse il y a tout juste 5 ans. Et c'est la conjonction de 2 personnes qui ont eu envie de chercher une idée pour permettre au circuit court de changer d'échelle et de sortir de leur niche dans laquelle elles sont toujours. Hein. On contribue tous à faire en sorte que les circuits courts deviennent la norme de consommation, mais on n'y est pas encore tout à fait. Et leur idée, c'était de s'appuyer sur la technologie et notamment sur Internet pour permettre que les circuits courts puissent prendre une plus grande ampleur. Alors oui, c'est ça. Alors, c'est important de le dire parce qu'il y a une dimension numérique, il y a une plateforme de e-commerce qui met en relation les producteurs et les consommateurs au sein d'une ruche. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est ça, tout à fait. C'est un outil qui est mis à la disposition des producteurs qui sont à la recherche de nouveaux débouchés et qui, pour une grosse partie d'entre eux, fournissent des AMAP, des supermarchés, des coopératives, vendent à la ferme, font des marchés. Et l'idée, c'est de leur permettre, via cet outil, de toucher un nouveau public, d'élargir leur clientèle. Alors, dans les ruches, on ne trouve pas que des produits alimentaires. Je crois qu'il y a à la marge, des produits qui sont non alimentaires. Tout à fait. Il peut y avoir de l'artisanat local. Ça reste très, très anecdotique dans le volume des ventes qui sont effectuées à travers les ruches. Alors, ce qui peut être similaire entre les AMAP et la ruche qui dit oui, c'est que les 2 dispositifs permettent à des consommateurs de recevoir chaque semaine ou tous les 15 jours des produits issus d'une agriculture paysanne locale, mais vous, pas forcément bio? Alors, pas forcément bio. Il se trouve que dans les ruches nantaises, la quasi-totalité de l'offre en produits de base, fruits, légumes, œufs, pain, viande, etc. est en bio. Vous avez la possibilité en tant que consommateur sur le site de pouvoir filtrer, de ne faire apparaître que les produits bio. Dans tous les cas, le principe de base de la ruche, c'est de donner accès à l'information. Donc, chaque producteur se présente, dit où est-ce qu'il est installé, comment il travaille, s'il bénéficie de labels bio ou autre, il a la possibilité de les valoriser. Et en fonction de ça, on souhaite donner aux moyens aux consommateurs de trouver l'information pertinente pour mieux s'alimenter. Donc, c'est vraiment poursuivre un double objectif. D'une part, effectivement, permettre au plus grand nombre d'accéder à une alimentation de qualité et puis reprendre un peu le
le pouvoir sur la façon dont on mange, mais aussi permettre aux producteurs d'élargir, comme je le disais, leurs débouchés en circuit court localement, et donc de mieux valoriser leur travail. Le producteur, dans le cadre de la ruche, fixe lui-même ses prix. Donc on considère qu'il est mieux à même de déterminer quel est le prix qui lui permettra de vivre décemment et justement de rémunérer justement son travail. Donc voilà, c'est pour ça que les prix peuvent varier d'une ruche à l'autre, d'un producteur à l'autre. Ils dépendent, comme le disait Patrick tout à l'heure, des méthodes de production, des charges, de l'exploitation. Voilà. Et donc le producteur vend directement, et c'est de la vente directe qui est suivie d'une facturation des frais de service pour utiliser cette plateforme, pour rémunérer aussi, donc d'une part, les 100 salariés qui animent le réseau au niveau européen maintenant, parce que c'est un projet qui a essaimé dans les pays limitrophes. Oui, en Espagne, en Italie, Belgique, en Allemagne, en Angleterre et en Belgique, tout à fait. Ouais. On a vraiment à cœur on considère que c'est un modèle qui est vertueux, et donc de le proposer à des porteurs de projets qui sont intéressés dans des pays limitrophes, puisque les décisions dans le domaine agricole se jouent à l'échelle européenne, on le sait tous, et donc on estime que pour pouvoir peser sur ces décisions, c'est aussi à l'échelle européenne que ça doit se jouer. J'ai vu, quand j'ai préparé cette émission, que les produits qui sont proposés dans la ruche qui dit oui proviennent d'endroits qui ne sont pas éloignés de plus de 250 km. Alors en fait, c'est la limite technique. Un producteur situé à plus de 250 km d'une ruche ne voit même pas la ruche sur le site internet, et inversement, la personne qui anime la ruche localement ne voit pas le producteur. En France, on est sur une moyenne 43 km entre les producteurs et les ruches qu'ils approvisionnent. Et en Loire-Atlantique, on est sur 35 km. Cette limite, elle sert, on parlait des pamplemousses. Alors là, pour le coup, c'est pas envisageable pour les ruches de Loire-Atlantique, c'est trop loin, mais elle sert à s'approvisionner dans certains produits plus rares qu'on ne trouve pas localement. Voilà, mais elle est pas du tout représentative, comme je le disais. En Loire-Atlantique, on a aujourd'hui 11 ruches qui fonctionnent, qui sont approvisionnées par une centaine d'agriculteurs et d'artisans locaux, et qui sont situées en moyenne à 35 km des ruches qu'ils fournissent. Et un même producteur, à l'instar des AMAP, peut fournir plusieurs ruches. Je crois qu'il y en avait un qui était sur une cinquantaine de ruches, qui proposait ses produits sur une cinquantaine de ruches. Moi, j'imagine que c'était du sel. Ouais, peut-être. c'est pas, sur certains produits qui vendent des petits volumes, c'est possible, tout à fait. Les producteurs qui fournissent les ruches, pour la plupart, ont tout un panel de débouchés, comme je le disais. Ils sont complètement libres de leur mode de commercialisation. Ça, c'est voilà. Mais localement, la personne qui monte et qui anime le projet a été visiter les exploitations qui fourniront ensuite sa ruche. C'est aussi une démarche de choix. Et puis de trouver l'agriculteur ou l'artisan, d'une part, qui est à la recherche de débouchés, qui est intéressé pour fournir cette ruche, et puis d'autre part que ce mode de production corresponde à ce que recherche la personne qui monte localement le projet. Pourquoi, Lisa Deriviano, je rappelle que vous êtes responsable régional Grand Ouest pour la ruche qui dit oui, pourquoi la formule a du succès? Parce qu'il y a un développement des ruches, donc elle rencontre son public, parce que c'est plus souple de fonctionnement qu'une AMAP. Je pense que du point de vue du consommateur, elle répond aux attentes d'autres personnes que celles qui trouvaient déjà satisfaction dans les systèmes qui existaient déjà. C'est la personne urbaine pressée, c'est ça? Non, pas du tout. Il y a des ruches qui fonctionnent mieux en campagne parfois qu'en centre-ville. C'est des personnes qui soit ont un tout petit foyer et se sentent pas de s'engager dans un système avec un contenu et une fréquence d'achat imposée, soit qui sont pas encore prêtes à cette fréquence. Pour certaines personnes, elles arrivent à ce mode de consommation via la consommation en ligne. Elles n'étaient pas forcément très sensibilisées au circuit court au départ, et puis petit à petit elles font le chemin vers ce mode de distribution. Voilà, il peut y avoir différentes raisons qui justifient ce succès, mais encore une fois, l'idée c'est de proposer une modalité supplémentaire, complémentaire de celle qui existe déjà, pour faire en sorte qu'on pèse un petit peu plus, parce qu'aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la ruche, ça reste la moitié du chiffre d'affaires d'un supermarché en France. Donc ça reste dérisoire, comme toutes les initiatives qu'on présente ici, et je pense que c'est l'agrégation de toutes ces initiatives qui peut-être pourra faire changer les choses. Je ne sais pas si on l'a dit, mais ce sont les producteurs qui facturent directement les clients via une plateforme bancaire qui est dédiée à chaque vente, c'est ça? Exactement. En fait, quand vous êtes donc pour rejoindre une ruche en tant que client, vous vous inscrivez sur le site, c'est gratuit et, comme on le disait, sans engagement. Et ensuite, quand vous achetez directement auprès du producteur, qui lui reverse une commission pour utiliser la plateforme et rémunérer la personne. C'est important, on n'en a pas encore beaucoup parlé. Chaque ruche est animée par une personne, une association, une personne qui est auto-entrepreneur,
entrepreneur, voilà, qui peut avoir une autre activité bien sûr complémentaire. Qui peut travailler 10 heures par semaine d'ailleurs. Ça représente cet investissement environ, alors c'est très approximatif. 500 € par mois de revenus environ, c'est ce que j'ai alors lu. En moyenne, elle touche une commission qui dépend du volume des ventes. Oui. Pour vous donner une idée, les ruches de Nantes-Centre, les 3 ruches qui sont à Saint-Miel, à l'Ébaco et au centre socio-culturel de Port-Boyer, le volume total du chiffre d'affaires des producteurs par semaine, c'est environ 1 000 €. Donc on est sur ces ordres d'idées-là. Et voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, mais on va y revenir bien sûr. Alors, plus de souplesse parce qu'on ne s'engage pas pour un an. Mais justement, c'est là où on peut voir des divergences d'approche par rapport aux AMAP. On ne sécurise pas finalement la production d'un producteur comme les AMAP. Enfin, la sécurisation est moins forte. On a quelque chose qu'à la demande et le consommateur peut acheter une fois et s'en aller comme une consommation lambda. C'est la grosse différence avec les AMAP. Tout à fait. Ça se rapproche en fait d'un fonctionnement de marché. Le producteur, quand il va au marché le week-end, il ne sait pas combien il va vendre. Si ce n'est que là, c'est une communauté qui est quand même assez fidèle. Enfin, c'est pas tout à fait pareil qu'un marché où on peut passer une fois. Et donc, comme dans les ruches nantaises que je citais, le volume des commandes, il est relativement stable. Il est de 50 commandes par semaine. Voilà. En revanche, effectivement, c'est beaucoup moins sécurisant de ce point de vue-là. La sécurité qu'a le producteur, c'est que quand il propose ses produits chaque semaine, quand il dit voilà, cette semaine j'ai des tomates, des haricots, qu'est-ce qu'on a en ce moment, des pastèques, il a la possibilité de fixer un minimum de commandes en dessous duquel il ne sera pas obligé de livrer la ruche. C'est lui qui détermine à partir de quel seuil c'est rentable pour lui de se déplacer cette semaine-là pour apporter ses produits. Ce qui est reproché à la ruche qui dit oui, parce qu'il y a des divergences, il y a des débats houleux, encore une fois, comme je disais, il y a des retenues qui sont faites. Alors pour justement la personne qui s'occupe de la ruche, pour la plateforme, il y a 2 fois 10% TTC qui sont... Et ça, au détriment des producteurs, disent des détracteurs du système La Ruche qui dit oui. Alors effectivement, comme je le disais, le producteur, une fois qu'il a reçu le prix du produit, reverse 16,7% de son chiffre d'affaires hors taxe, pour moitié à l'entreprise, pour rémunérer la plateforme de paiement, le prestataire de paiement par lequel on est obligé de passer, comme pour tout site de vente en ligne, et puis la centaine de salariés qui animent le réseau, qui communiquent, qui met à disposition un espace personnalisé, une comptabilité qui est automatique. Voilà, c'est un service qui est rémunéré, qui coûte de l'argent, et l'autre moitié de cette commission est attribuée à la personne qui localement a été chercher les membres, communique sur le projet, organise des animations, a été visiter les fermes, lance les ventes chaque semaine, voilà, s'occupe de... Comme on le disait, c'est une communauté de membres qui ne se sont pas engagés formellement, abonnés, donc il faut la faire vivre, il faut la renouveler. C'est du travail dont on considère qu'il mérite d'être rétribué. Aujourd'hui, cette commission n'est pas suffisante pour couvrir les frais de la ruche. L'entreprise ne fait toujours pas de bénéfices, donc effectivement, les producteurs ne touchent pas 100% mais ils rétribuent un service qui existe et qui coûte de l'argent. On reproche encore, j'y vais parce que c'est pour que l'auditeur ou l'auditrice puisse se faire un avis. On reproche à La Ruche qui dit oui une sorte d'ubérisation du principe ou de la philosophie des AMAP. On reproche également dans le capital de la société mère, qu'on appelle la MAMA, je crois d'ailleurs, quelquefois, la présence de Xavier Niel, par exemple, ou alors du PDG de Mythique, ou de celui qui a créé Marmiton.org, et que ce serait quand même une perspective très libérale, capitaliste, sous des couverts économie sociale et solidaire. Ce sont des reproches que vous connaissez. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous leur opposez ? Xavier Niel et Marc Simoncini, qui ont été les premiers à croire dans le projet à un moment où les banques ne prêtaient pas de l'argent, et donc il était assez impossible de rémunérer des développeurs pour développer la première forme de la plateforme, ont mis une mise de départ. Ils ont joué le rôle de fonds d'amorçage au tout début du projet. Ils ne sont absolument pas impliqués dans la gouvernance de l'entreprise. C'était une mise qui était assez faible à leur échelle. Ça représentait 100 000 €, donc c'est assez dérisoire dans le portefeuille des investissements. Oui, pour leur fortune, c'était une goutte d'eau. Et voilà, développer une plateforme Internet comme celle qu'on utilise tous les jours, que ce soit pour faire du covoiturage, acheter ses billets de train, etc. Ça coûte plusieurs millions d'euros. Donc la Ruche n'échappe pas à cette
À cette règle, il faut pouvoir rémunérer les salariés qui vont mettre à disposition cet outil qui a vraiment pour fonction de faciliter la vie des producteurs, notamment sur la partie logistique. On développe des nouvelles fonctionnalités qui facilitera l'organisation du covoiturage, du convoyage des marchandises. Je parlais tout à l'heure de la facturation automatique, etc. Des délais de paiement qui sont raccourcis aussi par rapport à d'autres systèmes plus classiques, notamment de la grande distribution. Alors, même chose, quand j'ai préparé cette émission, j'ai trouvé des articles dans la presse qui me disaient, voilà, c'est deux systèmes complètement opposés, et d'autres qui me disaient que c'était deux systèmes complémentaires qui entraient en synergie. J'avais envie de poser la question au représentant du projet Scopelli. Quand vous connaissez les AMAP, vous connaissez La Ruche qui dit oui. Gilles Caillot, est-ce que pour vous, c'est pas la même chose, c'est antinomique, c'est opposé, ou ça peut faire partie d'une dynamique où chacun y trouvera son compte selon son rythme de vie, selon son portefeuille, selon ses envies finalement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on sait que le bio se développe chaque année avec une augmentation à 2 chiffres, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Et ce serait vraiment dommage qu'il y ait une seule offre. Au contraire, on a intérêt à ce qu'il y ait des offres multiples. Nous, quand on va ouvrir le supermarché, on souhaite que les AMAP continuent comme elles le faisaient, que La Ruche qui dit oui continue aussi. Et nous, on se pose en termes de complémentarité, pas en termes de concurrence. Par contre, on voudrait un petit peu faire que le bio tel qu'il est utilisé dans les supermarchés, par exemple, comme produit d'appel aujourd'hui, beaucoup de gens, le bio, ça représente très peu dans un supermarché. Mais pour montrer qu'on est vertueux, je veux dire, la communication se fait beaucoup autour du bio. Donc, on portera l'accent un petit peu sur ce décalage. Pour vous, il y a quand même une synergie qu'on peut faire fonctionner entre les deux dispositifs, AMAP et Ruche qui dit oui, tout ça, tout à fait. Finalement, peut permettre au consommateur final d'avoir plus de choix, puis un choix plus sain peut-être. Il peut choisir, c'est même complémentaire à certains moments, parce que quand on aide le producteur, qu'on a un contact direct avec lui, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Donc, en ce qui nous concerne, on vise beaucoup plus les complémentarités. Alors, Patrice Hurel, des AMAP, je crois que vous n'êtes pas très favorable à La Ruche qui dit oui. Vous m'avez dit, on ne parle pas de la même chose quand on parle d'une ruche, quand on parle d'une AMAP. Oui, mais j'ai aussi précisé en préalable que souvent c'est le journaliste qui essaye de faire des comparaisons. Nous, on n'a jamais essayé de faire rapprocher les deux parce qu'on n'est pas sur le même modèle économique, ça n'a rien à voir. On n'est pas une entreprise commerciale, même s'il n'y a pas forcément une source de profit immédiat, mais voilà, on n'est pas dans cette relation-là. Donc, c'est comme si vous compariez. Enfin, moi, je trouve que avec le respect que je peux avoir sur les autres modèles, il y a la place pour tout le monde, mais une ruche qui dit oui est plus à comparer à un drive alimentaire ou une plateforme comme Airbnb, si vous voulez, avec le modèle de libéralisation dont tu parliez, quoi. C'est sur les taxis, c'est exactement la même chose. C'est des choses qui ne sont pas comparables. Voilà. Donc, à partir de là, effectivement, comme moi, je mets dans la démarche AMAP, on met le paysan au centre. C'est pas moi qu'est-ce que je mange, non, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que le paysan évite le suicide à la fin de l'année. C'est pas du tout la même approche, quoi. Donc, si ce n'est quand même, je me permets, dans une ruche, c'est une chose différente d'aller au supermarché acheter à manger et d'aller voir le maraîcher récupérer ses produits auprès du maraîcher, qui souvent fournit à la fois des ruches et des AMAP. Donc visiblement, il voit quand même des complémentarités possibles et d'avoir une vision complètement transparente sur ce que va toucher la personne qui a produit ce qu'on va manger. C'est un point qui est transparent. Ce pourcentage final n'est pas le même, mais le gros point commun, je trouve, c'est de pouvoir savoir exactement ce que va toucher la personne qui a produit la tomate que je vais manger après avoir suivi les conseils de la chanson qu'on a écoutée. Mais la différence, c'est l'engagement, c'est ça, Patrice ? La différence, c'est l'engagement. C'est aussi, je pense que, alors, ce qui nous réunit tous, parce qu'il y a quand même des points communs, c'est effectivement les circuits courts. Voilà, les circuits courts, puis globalement arrêter de pousser le caddie de la grande surface, quoi. C'est-à-dire que là, on peut être d'accord tous autour de la table. Là. Oui, puis il y a une notion locale, je trouve, qui pour le coup est commune à notre dispositif. Oui, c'est vrai, enfin, sans faire de reproches. Mais moi, ce que je demande, c'est effectivement une transparence vis-à-vis des consommateurs. C'est-à-dire que quand on vient, il était bon aujourd'hui de rappeler qu'une AMAP, on n'a que des produits 100% bio. On n'a pas d'artisans. Oui, ça c'est une idée que j'avais reçue. Là. Oui, non, on n'a pas d'artisans. On n'a que des paysans. C'est important. Et donc, de voir effectivement la préoccupation dans d'autres circuits sur des plateformes, de voir autre chose que des produits alimentaires,
on dit d'artisans locaux, mais les produits, des fois, ils viennent à l'autre bout du monde. C'est-à-dire quand vous avez un torréfacteur qui fait du café localement, le café, il pousse pas ici. Donc il y a un artifice autour, ce qu'on dit circuit court. Circuit court, la définition législative d'un circuit court, c'est un intermédiaire maximum. Donc la ruche, il n'y en a pas, c'est des prestataires de services. Attention, pas se tromper, mais au final, c'est la même chose. Je dirais même, pour aller un peu plus loin, et c'est là on peut lancer sur le débat, c'est-à-dire que si on prend une grande surface sur un produit alimentaire de base, la marge brute est de 27%. Oui. Un intermédiaire, il achète, il revend, il a des pertes, il stocke, il a des invendus. Qu'on m'explique, alors je dis oui, où est la prise de risque ? Parce que finalement, on prend une commission sur un trafic, qu'on vend des tomates ou qu'on loue des appartements ou qu'on prend un service pour un taxi, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Où est la prise de risque de la ruche qui dit oui par rapport à un intermédiaire, un vrai intermédiaire qui est la grande surface ? L'écart, il est faible. Il faut payer les salaires des salariés à la fin du mois. Enfin, alors, c'est pas une. Ouais, alors les salariés à la fin du mois. Pas tous. On est d'accord. Mais là, j'ai déjà rencontré Marc, Choucroune là-dessus, sur cette question-là. Et qui est ce monsieur ? C'est un des fondateurs. Un des fondateurs de la ruche. Il y a un truc en termes d'éthique qu'il faudrait. C'est des conseils. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est choquant de la part d'un paysan qui gagne un peu le SMIC de voir des salariés parisiens gagner 3-5 fois ce que gagne le paysan. Donc, quelque part, pour moi, c'est l'exploitation d'une misère sociale que sont de fait nos paysans, quand on les voyait avec le lait, avec leurs 23 centimes le litre, etc. C'est ça qui est insupportable, c'est de voir comment, quelque part, même si on veut se faire, on met en avant, mais il y a une forme de récupération qui est pour moi choquante. Alors, si ce n'est qu'il a la possibilité, je le rappelle, de fixer lui-même son prix. Donc, la plupart des producteurs augmentent leur prix de marché de cette commission. Et voilà, encore une fois, il est en mesure de fixer le prix qui détermine, rémunérer son travail justement. Et voilà, je pense que les producteurs sont en mesure de faire les choix économiques. Il n'y a aucun producteur qui est obligé ni d'aller dans une AMAP, ni d'aller vendre à Scopely, ni d'aller à la ruche. Ce qui peut vous réunir, c'est évidemment vous développer les circuits courts. Il y a des nuances très fortes que soulignait Patrice. Il y a aussi le fait que on poussera moins le caddie du supermarché où là les marges sont complètement scandaleuses. Et ça, c'est Scopely qui va nous permettre aussi de prendre le contre-feu de cette grande distribution à la marge, bien sûr. On peut se mettre d'accord là-dessus en tout cas et c'est ce que vous faites Scopely, parce que ce que vous nous dites, vous aurez tout ça n'est pas antinomique pour vous dans votre fonctionnement à venir. Oui, bien sûr. Enfin, l'idée, c'était, faut le rappeler, l'alimentation la plus saine possible. 80% de nos produits seront bio, mais on n'aura pas que du bio. On aura de l'équitable aussi, on aura des gens en conversion. Il faut que les produits soient tout à fait accessibles financièrement. Donc ça veut dire que il faut donner un peu de notre temps. Il faut mettre la main à la pâte, comme on dit, et puis faire des choses dans l'organisation du supermarché. Alors, les termes de prix, on n'a pas vu ça, Lisa, pour la ruche qui dit oui, le fait qu'il y ait ces frais de fonctionnement qui sont différents des AMAP, ça impacte quand même sur le prix final pour le consommateur. Alors c'est très variable, comme je le disais, chaque producteur est libre, donc je ne peux pas du tout vous donner d'échelle de prix, ce ne sera pas les mêmes entre les ruches de Saint-Miel, de Baco, de Carquefou. Voilà. Si cette personne a beaucoup de salariés, pas de salariés. Mais moi, dans tous les cas, je trouve que la comparaison entre un produit qui vient de 30 km de chez soi en bio, qui a été produit sur une petite exploitation, comparer son prix avec celui du prix d'une tomate sur le supermarché, ça n'a pas de valeur. La différence entre ruche et AMAP, puisqu'on essaie de voir un petit peu les choses, c'est que pour les ruches, c'est la demande qui conditionne les apports de marchandises auprès des consommateurs. C'est pas tout à fait la même chose pour les AMAP. Exactement. Moi, je demanderais effectivement comment la ruche dit oui, comment le paysan, il y a un minimum pour pouvoir livrer. J'ai mes salades, elles arrivent à maturité, je suis au mois d'août. Nos consommateurs dans les ruches sont partis en vacances. Qu'est-ce que je fais de mes salades ? Ah oui, tout à fait. Il faut que c'est bien pour ça que. Non, mais la réponse, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait concrètement le paysan avec ses salades ? Je suis en train de répondre. Et effectivement, il faut plusieurs débouchés pour que les débouchés se complètent. Je n'ai pas comparé. Je l'ai dit dès le départ. Effectivement, c'est un engagement qui ne permet pas au paysan d'écouler toute sa production. Ouais, et concrètement, est-ce que il y a un exemple pour dire mais ce qui ne sera pas le cas non plus dans Scopely, le maraîcher qui fournira Scopely n'aura pas l'assurance de. Donc c'est absolument pas quelque chose qu'on promet, quoi. Mais est-ce que la préoccupation de la ruche, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles deviennent ces salades ?
Mais bien sûr, comme tous autour de cette table, on a la préoccupation de savoir que les maraîchers ou les éleveurs de porc ou toute autre production... Quand on sait que pour les maraîchers, le gros de la production, les légumes poussent surtout bien sûr, je pense qu'on connaît tous aussi bien autour de cette table, et même la production maraîchère. La ruche qui dit oui n'a pas vocation pour des grosses exploitations à être un débouché exclusif pour les producteurs. C'est absolument pas ce qu'on leur demande, au contraire. Et comme je le disais, pour beaucoup, ils fournissent des AMAP, des marchés, des supermarchés, des biocoop. Voilà, c'est pas la vocation de la ruche. En tout cas, on peut parler d'engouement pour la ruche qui dit oui. Je crois qu'il y a 20 à 50 ruches qui s'ouvrent par mois. J'ai vu ça. Oui, c'est très variable. Mais et environ 270 000 consommateurs touchés au niveau national. C'est ça. Voilà, donc on voit qu'il y a une progression et tout ça. Alors, j'ai vu sur un article sur le site de Reporter, c'était Hervé Kempf, qui fut journaliste au Monde et qui est parti pour les raisons que l'on sait, parce qu'il n'avait pas le choix de parler d'un certain aéroport. C'est un article signé Tiffany Blandin du 14 juin 2016, qui n'oppose pas les deux dispositifs. Et elle conclut son article en disant que tout cela ressemble fort à une AMAP, en parlant de la ruche qui dit oui, ce qui ne va pas faire plaisir à Patrice Surel, mais on voit bien qu'il y a peut-être une volonté que plusieurs projets, plusieurs propositions puissent cohabiter, et que le consommateur éclairé, et peut-être cette émission, il participera, je le souhaite, puisse faire son choix avec plus de souplesse, mais peut-être moins d'engagement, ce qui concerne la ruche qui dit oui, et puis plus avec le paysan au centre concernant les AMAP et sécuriser le revenu des paysans. Et rassurez-vous, on se régale, même les légumes juillet-août, on s'arrange, parce qu'il y a plein de gens qui posent des questions, qu'est-ce qui se passe quand moi-même je pars en vacances. Et là, je me fais l'ambassadeur du concept, et là, je suis très content d'offrir ou d'échanger mon panier quand je suis pas là. Quand quelqu'un va, par exemple, nourrir mes chats quand je pars en vacances, par exemple. Donc, c'est un moyen de faire connaître le système. Donc, en fait, les légumes ne finissent pas sur le compost, la salade ne finit pas sur le compost. Vos trois structures, finalement, vos trois fonctionnements, ce sont aussi, je parlais de lieu de cohésion sociale, de rencontre pour Scopelli, c'est la même chose pour une AMAP. Une AMAP, on sait bien que les gens se rencontrent. La ruche qui dit oui, c'est la même chose, c'est un lieu de connexion entre les consommateurs. Tout à fait. J'étais la semaine dernière à la ruche de Port-Boyer, au centre socioculturel. C'est un lieu de rencontre maintenant le mercredi soir de 17h30 à 19h pour une bonne partie des habitants du quartier et des membres, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'engagement qu'il n'y a pas des membres qui commandent toutes les semaines. Et du coup, c'est aussi un lieu de rencontre. Alors, en prenant l'exemple de la ruche de Port-Boyer, il faut quand même s'interroger sur l'exercice d'une activité commerciale sur un lieu public qui est le centre social de Port-Boyer. Ça interpelle un petit peu. Là, vous interpellez plutôt les pouvoirs publics ? Oui, ils sont déjà au courant. C'est un peu gênant de voir, si vous voulez, une activité commerciale tout respectable qui peut-être se faire sur un lieu public. Et on vous a répondu ? C'est en cours. Et je pense que Saint-Herblain, on parle de Saint-Herblain, elle a connu cette expérience-là. Donc la mairie de Saint-Herblain a mis 3 ans pour comprendre exactement qu'une ruche, c'était pas vraiment comme une AMAP, et que c'était une activité commerciale. Du côté de la place de Provence, c'est ça. Oui. Lisa, pour terminer. C'est le retour qu'on a eu, ce qu'a vu la municipalité de Nantes au moment où, en tout cas, le directeur du centre Accor qui gère le centre socioculturel, c'est que c'était une façon aussi de créer du lien social, de faire venir des producteurs à cet endroit-là. C'est une ruche qui est gérée par une association avec une dizaine de bénévoles qui implique des personnes du quartier, et que c'était sûrement ça. C'est sûrement ça la raison qui les pousse à accueillir les distributions de la ruche de Port-Boyer. On est tous d'accord. On va se mettre d'accord sur le fait que, comme disait tout à l'heure, c'est Gilles, je crois, on est tous d'accord pour moins pousser notre caddie dans les grandes surfaces telles qu'on les connaît et trouver des alternatives, justement. On a bien vu les divergences, mais vous avez pu les exprimer. Et voilà, tout à fait. Éclairer le consommateur. Et dans le respect des uns des autres. Donc, je vous en remercie. Merci à Patrice Surel de l'Interamap 44. Merci à Lisa Desrues-Liano, responsable régionale Grand Ouest.